Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour la sélection du screener rentier pour février 2025. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, on commence avec les critères du screener rentier. Premier critère, on prend la France. Alors pourquoi est-ce qu'on se limite à la France alors que dans le PEA, on peut avoir l'Europe? Eh bien, beaucoup de pays de la zone euro, ou de l'Europe en général, appliquent le prélèvement à la source sur les dividendes. Et donc, si vous voulez récupérer ce prélèvement à la source, puisque vous êtes résident fiscal français, il faut aller écrire au fisc du pays dans lequel vous investissez pour le récupérer. Bonjour la galère, donc limitons-nous à la France, il y a quand même déjà des dossiers intéressants pour un rentier. Sur les industries, je vous prends tout, sauf les biotech, les pharma, tout ce qui est lié aux services financiers, l'automobile trop cyclique et les équipementiers automobiles, et j'évite aussi les rates. Ça peut être intéressant pour l'investisseur rentier, mais je maîtrise pas l'analyse de cette industrie, donc je préfère la laisser de côté. Et je laisse également les assurances, qui sont des entreprises à part. Alors, les critères quantitatifs. Maintenant, on va prendre des entreprises qui ont 500 millions d'euros de market cap. Ça nous donne déjà des grosses small cap, voire des mid cap, ce qui est plutôt un gage de stabilité et de bonne communication financière également, et de management plus qualitatif, on va dire, en général. Un rendement du dividende qui est déjà intéressant, 3,5%. Pourquoi 3,5%? Le livret A, il va tomber à 2,5%. L'inflation est à, on va dire, à 2,5 en France, donc ça vous donne quand même un rendement réel qui est plus élevé que l'inflation. Et un payout ratio de 55%, c'est-à-dire qu'on verse maximum 55% des bénéfices en dividende, mais ça on va bien le vérifier par rapport au free cash flow. Allez, on y va. Voici ce que nous obtenons. J'ai classé par ordre de rendement du dividende ces sociétés. Les éléments qu'on voit dans ce tableau. D'abord, la capitalisation boursière, la cherté du dossier en termes de price to free cash flow, l'endettement du dossier, le rendement du dividende, le payout ratio en termes de bénéfice net, la croissance du dividende, mais ça on va l'enlever, ça ne nous intéresse pas ici, on est plutôt sur un rendement instantané qui est intéressant. On va se mettre les free cash flow par rapport au bénéfice net pour bien vérifier ce payout ratio. Les prix et les trading coteries, bon, ça vous savez que c'est France, et le prix, c'est pas intéressant. Hop, voici. Alors, on commence tout de suite. Première société qui ressort, c'est Électricité de Strasbourg. Valorisation qui est faible, à 5 fois les free cash flow. Une market cap qui s'approche du milliard, donc ça commence à être déjà une bonne mid cap, c'est intéressant. On opère dans le secteur de l'électricité, donc attention, secteur réglementé, il y a l'État qui peut vous taxer, plus, vous dépendez d'un marché régulé, donc méfiance quand même sur ce genre de dossier. En instantané, le rendement du dividende est élevé à 6,8%. On a un payout ratio qui est à 43%, mais les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc ce payout ratio, il est plutôt entre 35 et 40%. Donc, ce dividende est sécurisé et il peut potentiellement augmenter. Donc, Électricité de Strasbourg, à mon avis, c'est un bon dossier pour un rentier. Avec le bémol sur le fait qu'on soit sur un marché régulé. Manitou. On est sur une société qui est pas chèrement valorisée, à 7,2 fois les free cash flow. On a un peu de dette, mais rien de significatif. Un rendement du dividende qui est élevé, à 6,15%. Un payout ratio qui est à 31%. Attention, les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets, donc en réalité on est quand même assez proche des 50% de payout ratio. Mais bon, ce niveau de dividende est sécurisé. Donc Manitou, c'est quand même une société plutôt cyclique, hein. On est sur l'industrie, on est sur les chariots élévateurs pour l'industrie. Ça dépend du cycle économique, donc ce dividende, à mon avis, il va aussi fluctuer en fonction de la gestion du cycle par le management. Donc Manitou, méfiance pour un rentier, à l'heure actuelle c'est intéressant, mais ça peut se dégrader par la suite. Compagnie des Alpes. Moi je pense que si ce niveau d'endettement est le vrai niveau d'endettement, il vaut mieux se tenir à l'écart. Attention que Coifin et les normes IFRS 16 incluent les loyers dans la dette, donc il faut peut-être retraiter ce niveau de dette. Donc si on retraite et que ce niveau de dette est bien plus faible, d'accord, on peut s'intéresser au dossier. En termes de price to free cash flow, on est sur un niveau modéré, on va dire, enfin, moyen. 11 fois les free cash flow, c'est moyen, on va dire. C'est pas non plus, c'est pas trop cher, mais c'est pas non plus donné comme valorisation. Un rendement du dividende qui est à 6%, payout ratio de 50%, mais les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets, donc ce payout ratio il est plus proche des 60%. Ça peut être intéressant, il faut vérifier quand même ce niveau d'endettement qui est préoccupant là. Et aussi vérifier la régularité des free cash flow. Si ce sont des free cash flow qui sont cycliques, ce niveau de dividende ne sera pas soutenable sur le long terme. Mersenne. Donc on a récemment mis à jour l'analyse de Mersenne sur la chaîne, je vous invite à la regarder.
On est sur un price to free cash flow qui est non défini, puisque les free cash flow sont négatifs, donc en fait le dividende n'est pas du tout soutenable à ce niveau-là si les free cash flow ne reviennent pas. Donc c'est peut-être un creux temporaire de free cash flow, il y a peut-être une dépense en capital ponctuellement élevée, et peut-être que ça va se normaliser par la suite. Donc ça, c'est à vous de voir ce que dit le management par rapport au free cash flow. Donc à l'heure actuelle, je pense qu'il vaut mieux se tenir à l'écart de Mersen si on a un investisseur dans les dividendes, si on a un rentier. Voilà. Total Energy, on est sur un niveau de cherté qui est relativement modéré, à 8,6 fois les free cash flow, donc ça c'est plutôt pas mal. On a quasiment pas de dette, un rendement du dividende qui est élevé, tout à fait satisfaisant à 5,8%, et en plus Total Energy fait les rachats d'actions, donc ça augmente le rendement de l'actionnaire. On est sur des free cash flow qui correspondent au bénéfice net, et donc le payout ratio est à ce niveau à 50%. Donc niveau de dividende complètement sécurisé, avec un rendement déjà attractif, amélioré par les rachats d'actions, avec une marge de sécurité sur la valorisation. Donc Total Energy, toujours très intéressant. Energy Group. Donc là, on est sur un dossier qui commence à être chèrement valorisé, 14 fois les free cash flow. Pour un dossier français, c'est quand même cher. Il n'y a pas de dette, mais il y a même du cash net sur l'entreprise. Donc ça, c'est plutôt bon. Un rendement du dividende à 4,8% qui est intéressant, avec un payout ratio qui est quand même plus élevé que ce qui est indiqué ici, puisque les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets. Donc on est à mon avis plus bas que on est à 60%, je veux dire plutôt, en payout ratio, ce qui peut être un peu élevé par rapport à la sécurité du dividende. Toutefois, on est en dette nette négative, il y a du cash net chez Energy Group, donc il y a quand même une marge de sécurité sur ce dividende, même si le payout ratio évolue un peu trop défavorablement, on peut toujours piocher dans la trésorerie pour payer le dividende, et comme c'est un secteur qui n'a plus beaucoup de croissance, on n'a pas besoin de ce cash, donc il peut être rendu aux actionnaires sans problème. Rexel, donc la distribution de matériel électrique, on est sur un price to free cash flow qui est modéré, à 8 fois les free cash flow, donc ça c'est plutôt bon. Il y a un peu de dette quand même sur le dossier, donc méfiance, ça enlève un peu de sécurité sur le dossier. On a un rendement du dividende qui est tout à fait attractif à 4,7%, un payout ratio qui est à 50%, voire plus bas que ça, puisque les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc on doit être à 45% de payout ratio. Donc il y a encore de la marge pour augmenter ce dividende qui est tout à fait intéressant. Donc Rexel, intéressant. Vika, je suis actionnaire de Vika, donc attention, je peux être biaisé dans mon analyse. On est sur un niveau d'endettement qui est à 2,3 fois. On attend la publication des résultats annuels en février. Le management, dans ses perspectives, avait indiqué qu'il visait de passer sous 2 fois la dette nette sur EBITDA. Donc, ça améliore la sécurité du dossier, donc c'est excellent. On est sur un niveau de valorisation qui est modérément élevé, en termes de price to free cash flow, qui est modéré, on va dire, pardon. Mais moi, on va dire que ma barre de modération, c'est 10 fois les free cash flow. Donc on va commencer à franchir cette barre si le cours de l'action continue à augmenter. Donc pour être transparent, moi mon cours cible pour Vika c'est 47 €. Donc on n'est plus qu'à 10-15% de ce niveau-là. Après je vais commencer à m'alléger. Le rendement du dividende pour un entier en tout cas est intéressant, 4,7%. Payout ratio de 39. Donc on a de la marge pour augmenter le dividende. Toutefois, les free cash flow sont légèrement plus bas que les bénéfices nets, donc en fait on doit être légèrement en dessous de 50% de payout ratio. Donc d'ailleurs le dividende est plutôt stable chez Vika, mais il reste à un niveau élevé de 4,7%, entre 4,5 et 5%, donc c'est tout à fait intéressant pour un rentier. Morel et Prom, j'en suis actionnaire également. On est en cash net sur Morel et Prom. La valorisation en termes de price to free cash flow est modérée, et plus que sur Vika par exemple, donc on voit un peu faible. C'est normal, après on est dépendant du prix de la matière première, donc pétrole et gaz, donc c'est cyclique, donc la valorisation doit être ajustée aussi, normalisée par rapport à cet élément. Un rendement du dividende tout à fait intéressant, 4,7%, avec un payout ratio de 20%, donc il y a largement de la marge pour l'augmenter, mais les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets, donc méfiance, on est quand même plus élevé, mais on a quand même de la marge sur les free cash flow pour payer le dividende à ce niveau-là. Donc Morel Prom, c'est tout à fait intéressant pour un rentier, mais méfiez-vous, c'est quand même un secteur cyclique. Eiffage, là, pour le coup, on a plus de visibilité, un price to cash flow qui est complètement à la casse, 3 fois, mais il y a beaucoup de dettes. Après, sur ce type
de société qui a beaucoup de visibilité grâce à ses contrats de long terme, on peut supporter un niveau de dette plus élevé. Ils ont aussi des taux d'intérêt plus bas, donc ça ampute moins les free cash flow que sur d'autres secteurs. Rendement du dividende intéressant, à 4,5%, avec un payout ratio de 40%, mais en réalité il est 2 fois moindre que cela, voire 3 fois moindre que cela, 15%, parce que les free cash flow sont bien plus élevés que les bénéfices nets. Donc, Eiffage, tout à fait intéressant pour un rentier, et en plus il y aura de la marge pour augmenter ce rendement du dividende, donc ça c'est très très bon. Téléperformance, j'en suis actionnaire, je vous renvoie vers la playlist sur la chaîne qui étudie Téléperformance. Pour moi c'est pas vraiment un dossier pour un rentier, c'est plutôt un dossier value. À l'heure actuelle, ça peut intéresser un rentier, tu vois. On a quand même un niveau de dette qui est un peu élevé, à 2,5 fois. En plus, il y a eu une acquisition récemment. Donc, méfiance. On est sur un secteur qui est, on va dire, en pleine disruption. Donc, attention, méfiance à nouveau. Le rendement du dividende est à 4,1%, ce qui est tout à fait intéressant. Et en plus, il y a des rachats d'actions. Le payout ratio, il est 2 fois moins dans ce qui est indiqué ici, puisqu'on a 2 fois plus de free cash flow que les bénéfices nets. Donc, excellent. Le dividende peut augmenter. Maintenant, le management va pas forcément l'augmenter beaucoup. Il va surtout faire des rachats d'actions et potentiellement faire des acquisitions. Donc, Téléperformance, à l'heure actuelle, intéressant pour un rentier, mais ça va plutôt être une boîte c'est plutôt un turnaround et il y a un peu plus de risques que sur un dossier purement rentier. Steph, le leader français, voire européen de la logistique, on est sur un niveau de dette qui est un peu élevé, à 3 fois. Il n'y a pas de free cash flow sur la dernière publication, donc attention, le dividende est payé à crédit. Mais c'est peut-être cyclique, hein. Donc on peut normaliser aussi les free cash flow par rapport au bénéfice net, hein, pour vérifier. Le niveau de payout est à 3,5%, enfin le niveau de rendement est à 3,5%, le payout ratio est à 40% par rapport au bénéfice net. Maintenant il est au-delà de 100% puisqu'on n'a pas de free cash flow. Donc méfiance, sur Steph, c'est peut-être pas un dossier rentier non plus. GL Events, on est sur un niveau de cherté qui est pas très élevé, à 5,4 fois. Attention que la dette est élevée sur le GL Events, donc moi je pense qu'il vaut mieux se tenir à l'écart de ce dossier qui est un peu trop endetté à mon goût. Il y a un rendement qui est qui est intéressant, à 3,5. Des free cash flow qui sont plus élevés que les bénéfices nets, donc le payout ratio est en fait plus proche de 10%. Donc il y a de la marge pour l'augmenter, mais à mon avis, vu le niveau de dette, le management va prioriser le remboursement de la dette avant d'augmenter le dividende. Donc à mon avis, plutôt à l'écart de GL Events. Quadient, eh bien c'est à peu près le même profil. Free cash flow plus élevé que les bénéfices nets, donc payout ratio il est à 20%, rendement de dividende intéressant, mais niveau de dette élevé, donc le management à mon avis va prioriser le remboursement de la dette avant d'augmenter le dividende. Et Ipsos, là c'est un dossier plutôt qualitatif pour un rentier, on est sur une cherté qui est pas trop élevée, à 7 fois les free cash flow, il n'y a pas de dette, on est sur un rendement du dividende intéressant à 3,6%, un payout ratio qui est à 32%, mais en réalité il est plus faible que cela puisque les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc on peut augmenter le dividende sans trop de problème. En plus on n'a pas de remboursement de dette à prioriser, donc Ipsos intéressant à mon avis. Donc c'est dans cette sélection, si on retient les dossiers purement rentiers, en numéro 1, comme toujours vous le savez, Total Energy, incontournable pour un rentier. En numéro 2, moi je mettrais Vicat, mais il y a un peu de dette, donc si vous êtes allergique à la dette, mettez-vous sur Ipsos si vous êtes intéressé, hein, et c'est pas un conseil d'investissement. Donc je dirais Total Energy, Ipsos en numéro 2, et peut-être Energy Group, mais là vous aurez plus d'augmentation de dividendes, là c'est vraiment purement rentier, et après ça peut être une situation spéciale via un dividende exceptionnel. Si jamais le management décide de rendre la trésorerie importante dont il dispose à ses actionnaires. J'espère que cette analyse vous a plu, si c'est le cas mettez un pouce vers le haut, et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.